Bonjour tout le monde. Je suis Céline Jaron, cofondatrice du programme Leader éveillé pour un leadership conscient et éthique. Je suis vraiment heureuse d'être ici avec vous. Alors, et heureuse aussi d'accueillir le professeur et chercheur Jacques Forêt. Il est psychologue organisationnel et conseiller en ressources humaines agréé. Il a publié plus d'une cinquantaine d'articles scientifiques ainsi qu'une vingtaine de chapitres de livres, en plus d'avoir réalisé plus de 200 interventions dans les médias et plus de 400 conférences et formations en entreprise dans 13 pays différents. Il est un des auteurs de l'échelle multidimensionnelle des motivations au travail, un outil de recherche et d'intervention disponible dans 26 langues. Son dernier livre, qu'il a co-écrit avec 3 autres experts, est Libérer la motivation. Alors, je peux vraiment pas penser à quelqu'un d'autre qui a fait un travail aussi important dans le domaine de la motivation au travail. C'est pour ça qu'il est aussi également dans un des intervenants du programme Leader éveillé. Il a aussi une page de LinkedIn qui est très active avec tout près de 25 000 abonnés. Il publie plein d'informations, plein de conseils. Alors, je pourrais continuer ainsi très longtemps, mais je suis quasiment essoufflée pour lui. Mais je vous invite à le découvrir par vous-même et à le suivre sur LinkedIn. Dans cette causerie, Jacques nous amènera à réfléchir avec des idées innovatrices. L'analyse et la recherche a été prisée dans le monde entier. Alors, il sera question de la motivation avec la théorie de l'autodétermination pour tenter de savoir comment il est possible de concilier performance et bien-être, et ce, de façon durable. N'hésitez pas à faire des commentaires, à y mettre vos questions. Sylvie, à la régie, les gardera pour la fin et Jacques se fera un plaisir d'y répondre. Alors, sans plus tarder, je te passe le flambeau, mon beau bon, cher Jacques. Alors, merci d'être là pour nous. Excellent. Merci beaucoup, Céline. Donc, c'est ça. Je suis Jacques Forêt. Je suis prof à l'École des sciences de la gestion. On m'a demandé de vous parler de la théorie de l'autodétermination, des qualités des motivations au travail. Je vais faire une espèce d'hybride entre vous parler de la théorie, ses applications, des exemples concrets si c'est possible, et aussi le contenu de notre livre. On a écrit le livre parce que c'est un médium très efficace et utile pour faire connaître à un large auditoire ce qu'on sait en recherche. Donc, vous avez, on a la chance aujourd'hui de faire un webinaire ensemble. Je vais vous en parler. Si vous voulez aller plus avant dans la compréhension, je vous invite à vous procurer notre livre. On a mis beaucoup d'efforts là-dedans. Donc, Céline vous a parlé rapidement qu'on utilise la théorie de l'autodétermination. Je vous explique un peu d'où ça sort. La théorie de l'autodétermination, en anglais, elle s'appelle Self-Determination Theory. C'est une théorie qui existe maintenant depuis 50 ans et qui a un but très simple, c'est-à-dire d'analyser pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est vraiment très simple, mais c'est d'analyser le contenu des raisons pourquoi on agit, pourquoi on va au travail, pourquoi on pratique des sports, pourquoi on a des enfants ou pas, pourquoi on fait du bénévolat ou pas. Les raisons qui nous animent sont multiples et la recherche a eu pour but de préciser quels effets avaient les qualités de ces motivations-là qui nous animent au quotidien. Donc, je suis ici aujourd'hui devant vous, devant la caméra, je vous parle, mais imaginez-vous qu'il y a 300 autres personnes en arrière de moi qui ont fait de la recherche, et ce, pendant des décennies. Donc, si j'ai l'air un tant soit peu brillant aujourd'hui, ce n'est pas juste dû à moi, loin de là, mais c'est vraiment le travail de plusieurs centaines de personnes sur plusieurs décennies, ce qui fait en sorte que la théorie de l'autodétermination, si vous ne la connaissez pas, c'est vraiment un corpus de connaissances utiles, pratiques et solides scientifiquement. Donc, je vous ai dit que la théorie de l'autodétermination s'intéressait à pourquoi on fait les trucs,
Puis, en gros, si on simplifie, les recherches montrent qu'il y aurait 4 grandes catégories de raisons qui peuvent nous animer au quotidien, que ce soit au travail ou dans différentes sphères de vie. Le premier type de motivation, c'est le plaisir. Quand on fait quelque chose par intérêt, par satisfaction inhérente, lorsqu'on ne voit pas le temps passer, c'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est un des meilleurs prédicteurs du bien-être et de l'absence d'épuisement. Donc, plus vous avez de plaisir et de satisfaction inhérente à faire votre travail, plus vous avez d'émotions positives, moins vous avez d'émotions négatives, plus vous allez avoir de ce qu'on appelle en anglais de l'engagement, du dévouement, de l'absorption, de la vigueur à faire ce que vous faites. En contexte de travail, ça ressemble à quoi la motivation intrinsèque? Bien, imaginez-vous une enseignante au primaire qui donne ses cours, puis qui ne voit pas le temps passer, qui a vraiment du plaisir à faire apprendre ses étudiantes et étudiants. Donc ça sera un exemple de motivation intrinsèque. Un programmeur informatique qui est absorbé dans ses codes, qui ne voit pas le temps passer, qui essaie différentes séquences de codes, bien ça, c'est des exemples de motivation intrinsèque. Ça, c'est le meilleur prédicteur du bien-être. Ceci dit, le travail, ce n'est pas juste agréable et plaisant. Il y a des tâches qui sont moins le fun dans à peu près tous les emplois. C'est là que le deuxième type de motivation, il est important. C'est ce qu'on appelle la motivation identifiée. En langage commun, on va l'appeler le sens. Lorsqu'on s'identifie à une cause, lorsqu'on s'identifie à une clientèle, à une profession, à une entité, lorsqu'on s'imprime dans quelque chose de plus large que soi, c'est de la motivation identifiée. Une récente méta-analyse montre que la motivation identifiée, le fait de trouver du sens à son travail, c'est le meilleur prédicteur de la performance. Pourquoi? Parce que la performance, lorsque ça arrête d'être agréable, il faut une bonne qualité de raison pour continuer à mettre des efforts. Donc, à la fois la performance intra-rôle et extra-rôle, faire sa définition de tâche et aller au-delà des attentes, c'est fortement relié à la motivation identifiée. Donc, on a le plaisir, on a le sens, puis il y a deux autres types de motivation. Il y a les pressions internes et les pressions externes. Quand on parle de pression interne, on va l'appeler en recherche la motivation introjectée. La motivation introjectée, c'est lorsqu'on veut à la fois se prouver à soi-même que l'on est capable pour vivre de la fierté, par exemple, et éviter de ressentir de la honte et de la culpabilité. Donc, statistiquement, on peut séparer les deux, les portions approche et évitement, mais c'est plus simple de le considérer dans un tout qu'on appelle la motivation introjectée. Lorsqu'on veut se prouver à soi-même, éviter la honte, éviter la culpabilité, s'auto-octroyer des récompenses entre nos deux oreilles et éviter des punitions entre nos deux oreilles, c'est de la motivation introjectée. Les résultats de la méta-analyse montrent que c'est un peu relié à des conséquences positives, mais de manière concomitante, c'est relié à des conséquences négatives. Donc, c'est comme d'appuyer sur l'accélérateur et sur le frein en même temps d'un point de vue motivationnel. Puis le dernier type de motivation, les pressions externes, c'est tout ce qui est motivation extrinsèque, que ce soit tangible ou matériel, comme le salaire ou éviter des punitions comme perdre son emploi, ou encore interpersonnel ou social, lorsqu'on recherche l'approbation des autres, lorsqu'on veut éviter la critique de son supérieur immédiat, c'est tout dans les pressions externes. Puis ça, les recherches montrent que c'est très peu relié à la performance et c'est aussi un peu plus fortement relié à la détresse, au mal-être et à l'épuisement. Donc, si je résume, la théorie de l'autodétermination montre qu'on a plaisir, sens, pression interne, pression externe, et globalement, à la fois pour soi-même et pour les autres autour de nous, ce qu'on veut, c'est plus de plaisir et de sens parce que ça génère bien-être et performance. Dans notre livre Libérer la motivation avec la théorie de l'autodétermination, on ne le voit pas très bien ici, Libérer la motivation, oui. Donc, dans le livre Libérer la motivation, ce que je viens de vous parler, c'est les chapitres 1 et 2. Donc, on jette les bases des attentes que l'on a envers l'humain, puis on fait la différence entre les gens qui disent « je veux faire de quoi » versus « je dois, je suis obligé de le faire ». Donc, ça, c'est les chapitres 1 et 2. Là, je vous ai parlé de plaisir, de sens, qui semblent être les motivations les plus saines, mais là, il faut se poser la question,
comment on fait pour augmenter les bons types de motivation. C'est là que la recherche est intéressante parce qu'elle nous donne les clés de la réussite. Pour stimuler performance et bien-être de façon durable, l'être humain a besoin de vitamines psychologiques. Les vitamines, ce sont ce qu'on appelle des besoins psychologiques. Notre corps physique a des besoins physiques, par exemple, respirer de l'oxygène, boire de l'eau, manger de la nourriture, être protégé. Donc, on a des besoins physiologiques, l'être humain, mais on a des besoins psychologiques. Depuis la pyramide de Maslow, la recherche a évolué et s'est précisée. Puis la théorie de l'autodétermination identifie 3 besoins qui sont plus importants que tous les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que l'être humain, on est complexe. On a plusieurs besoins psychologiques qui peuvent être très variés et on peut en imaginer une très longue liste. Certains modèles théoriques en avancent jusqu'à 19 besoins. Les 19 besoins, c'est comme jongler avec 19 balles, c'est trop compliqué. Fait que pour simplifier, les recherches ont montré qu'il y en a 3 qui, systématiquement, sont plus importants que les autres. Les 3 besoins sont aussi importants les uns que les autres. Donc, les 3 besoins sont ceux d'autonomie, de compétence et d'affiliation sociale. Le besoin d'autonomie ou d'autodétermination, c'est de percevoir des choix à l'intérieur de certaines règles et limites et d'agir de manière authentique et en conformité avec ses valeurs. Donc, l'autonomie, ce n'est pas de l'indépendance ou du laisser-faire, c'est une perception de choix à l'intérieur de certaines règles et limites qui peuvent varier d'un secteur économique ou d'un emploi à l'autre. Donc, c'est une perception de choix et de l'authenticité. Le deuxième besoin, le besoin de compétence, on peut l'appeler le besoin d'efficacité, le besoin d'impact, d'influence, de performance. C'est de sentir que l'on a une capacité d'agir et qu'on peut être efficace à surmonter les défis ou atteindre les objectifs que l'on se fixe. Puis finalement, le troisième et dernier besoin, c'est le besoin d'affiliation ou d'appartenance sociale. Le besoin d'appartenance, c'est de sentir qu'on peut prendre soin des autres et que les autres peuvent prendre soin de nous lorsqu'on en a de besoin. Voyez les 3 besoins un peu comme les 3 pattes d'un tabouret. Un tabouret, ça se tient debout minimalement avec 3 pattes. Bien, les 3 piliers de la motivation, ce sont ces 3 besoins-là. Puis ça, dans notre livre, c'est le chapitre 3. On l'a appelé les 3 besoins, les 3 piliers de la motivation, autonomie, compétence et affiliation. Donc là, chapitre 1, 2, 3, on parle des bases des attentes qu'on a avec l'être humain. Chapitre 2, les différents types de motivation. Chapitre 3, les 3 besoins, les piliers de la motivation, autonomie, compétence et affiliation. Ensuite, les chapitres 4 à 8 vont tout d'abord parler, le chapitre 4, c'est les différences individuelles. Je vous ai parlé de plaisir, sens, pression interne et pression externe. Tout le monde a en soi ces 4 types de motivation-là, mais dans des proportions différentes. Il y a des gens qui vont être élevés sur les 4 types de motivation. Il y a des gens qui vont juste être élevés sur pression interne ou pression externe, par exemple. Il y a des gens qui vont juste être élevés sur le sens et vont être faibles sur les 3 autres. Donc, il y a des différences individuelles dont on doit tenir compte et on parle globalement des différents profils et quoi faire pour agir avec ces différents profils-là. Donc, les 3 ingrédients sont toujours vrais, autonomie, compétence et affiliation, mais selon les modalités ou les différences individuelles, vous allez moduler vos comportements. Puis, on vous donne des trucs là, et astuces. Il y a aussi des questions qu'on a dans le livre pour vous faire réfléchir, puis aussi des études de cas que l'on vous présente. Le chapitre 5 du livre prend le taureau par les cornes. Le chapitre s'intitule « Le salaire idéal selon la théorie de l'autodétermination ». Des recherches vont montrer, là, avec un échantillon là, qui a été collecté dans plus de 17 pays, si je me souviens bien, ça nous montre que si les gens avaient suffisamment d'argent pour vivre confortablement jusqu'à la fin de leur jour, c'est 76 des gens qui continueraient à travailler, même s'il n'y avait pas de salaire pour travailler. Donc, l'argent, oui, c'est une des catégories importantes là, qui existent là, comme motivation. Mais si on enlève l'argent, eh bien, il nous reste
pression interne, sens et plaisir. Donc, le salaire idéal, on va aborder les notions, par exemple, de satiété financière. Il y a des vastes échantillons qui ont été collectés qui nous montrent que s'extraire de la pauvreté, l'argent a un effet colossal là-dessus. Lorsqu'on s'extrait de la pauvreté, on a des effets très positifs. Là, on continue, mais ensuite, il y a un certain plafonnement qui arrive. Et ce seuil-là peut varier selon l'indice des dépenses à la consommation de l'endroit où vous vivez, mais le salaire minimum ne vous achètera pas les mêmes choses dans une métropole que dans un petit village. Mais ce qui est important de savoir, c'est que l'argent, c'est un des éléments du casse-tête de la motivation au travail, mais c'est souvent un élément de démotivation lorsque c'est injuste et inéquitable, bien plus que ce n'est un élément de motivation. Donc, le chapitre 5 aborde de manière frontale le salaire idéal. Ensuite, les chapitres 6, 7 et 8 dans notre livre Le Libérer la motivation avec la théorie de l'autodétermination, c'est de parler de différents leviers que l'on peut activer pour satisfaire ces fameux 3 besoins d'autonomie, de compétences et d'affiliation sociale. Dans le chapitre 6, on aborde ce qu'on appelle la conception des tâches. En anglais, c'est le job design. On apprend dans ce chapitre-là que, indépendamment de comment et combien on est payé et de comment on est traité de manière interpersonnelle, les tâches que l'on fait au quotidien peuvent être à forte teneur ou à faible teneur motivationnelle, simplement comment elles sont découpées, séquencées et coordonnées. Donc, on donne un exemple d'une ligne de production de meubles à titre d'exemple dans ce chapitre-là. Mais le job design, c'est quelles sont les tâches que vous faites au quotidien, puis comment on peut augmenter, si c'est possible, la teneur motivationnelle de cette conception des tâches-là. Puis les chapitres 7 et 8 ont plutôt trait aux relations interpersonnelles. Donc, dans le chapitre 7, on se questionne, est-ce que les autres peuvent nous motiver? Mettons qu'on est collègues dans une équipe, puis on est 8. Est-ce que les 7 autres collègues, est-ce qu'ils peuvent me motiver? Est-ce que dans ma vie, ma conjointe, mon conjoint peut me motiver? Est-ce que mes enfants peuvent me motiver? Donc, on fait le tour un peu de la documentation scientifique sur les influences interpersonnelles. On parle, entre autres, des comportements de soutien aux besoins par opposition aux comportements contrôlants. Les recherches sur la théorie de l'autodétermination montrent que vous avez certains comportements que vous pouvez adopter, que vous pouvez choisir d'émettre et qui augmentent les probabilités de rendre un climat de travail motivant. Par exemple, pour l'autonomie, il faut donner des choix à l'intérieur de certaines règles et limites et d'expliquer les raisons derrière les demandes et les règlements. Pour la compétence, il faut faire un échafaudage des buts afin que ça soit challengeant, mais pas impossible à atteindre. Et finalement, pour l'affiliation sociale, il faut faire montre de chaleur humaine, d'empathie, d'écoute pour qu'il y ait une certaine connexion. Donc, dans le chapitre 8, on parle de relations interpersonnelles en général. Et ça, c'est dans le chapitre 7, excusez. Dans le chapitre 8, on parle du leadership motivant, où on vous parle en détail de ces comportements-là de soutien aux besoins. Puis on vous parle aussi des comportements qui sont à éviter, soit le leadership contrôlant. Donc, le fait de donner des ordres sans expliquer les raisons derrière, le fait d'enlever des ressources ou de rajouter des obstacles, ça peut être démotivant parce que ça va frustrer les besoins. Et le fait d'isoler, d'ostraciser quelqu'un, de ne pas régler les conflits ou encore, parfois, de manière inconsciente, faire du harcèlement, ça peut être démotivant. Donc, essentiellement, de la manière qu'on a rédigé le livre, c'est d'essayer de synthétiser 50 ans de recherche de manière simple et intelligible, de poser plusieurs questions pour vous amener à réfléchir sur c'est quoi votre motivation. On parle beaucoup de travail, je dirais qu'à 70 ou 75 le livre est orienté vers la vie au travail, mais vous avez des exemples dans la vie à la maison. On a des exemples en contexte sportif, que ce soit les loisirs ou les sports d'élite. On a des exemples dans la vie de couple, la vie de famille, le bénévolat, la vie sociale, la vie communautaire. Ce qui est beau de la théorie de l'autodétermination, c'est qu'elle se veut innée
et universelle. Donc, on est présentement dans le webinaire Leader éveillé qui s'attarde à la sphère de vie qui est le travail. Mais une fois que vous arrêtez de travailler, là, vous avez encore les 3 besoins à satisfaire. Les recherches montrent que quand vos besoins psychologiques sont satisfaits au travail et à la maison, c'est là que vous avez une vie agréable, engagée et significative. Si vous avez vos besoins satisfaits au travail, mais pas à la maison, bien, vous allez peut-être devenir workaholic ou passionné obsessif parce que le travail va être votre seule sphère de vie où vous avez vos vitamines. À l'opposé, si vos besoins psychologiques sont juste satisfaits à la maison, mais pas au travail, bien, peut-être ça va être plus difficile de se motiver pour aller au travail parce que peut-être c'est plus des raisons alimentaires qui vous propulsent. Vous trouvez votre pied dans la vie à l'extérieur du travail, ce qui peut être correct, mais qui n'est pas idéal d'un point de vue de fonctionnement optimal. Puis le pire scénario, ce serait que vos besoins soient frustrés à la maison et au travail. Ça va amener beaucoup de détresse. Puis c'est là qu'il faut faire des choix, si c'est possible, pour améliorer votre quotidien. Donc, le livre, dans le fond, on vous prend par la main, on vous fait cheminer à travers toute cette littérature scientifique-là, très foisonnante, mais on a essayé de le simplifier le plus possible. On vous donne des études de cas, on vous donne des questions pour réfléchir. Là, le livre conclut, mais ce n'est pas fini. On a gardé un chapitre final, on l'a appelé une annexe, là, parce qu'il est comme après le livre. On l'a appelé l'économie de la motivation. Moi, je suis psychologue de formation. Puis il y a des gens en business qui me disaient, ben, c'est bien beau votre discours, M. Forel, on est d'accord qu'il faut prendre soin des gens, il y a des vitamines psychologiques à donner, mais est-ce que c'est rentable de faire cela? Un de mes co-auteurs et moi-même, le Marcus Muller et moi-même, on est les deux seuls à avoir fait de l'économétrie avec les recherches sur la théorie de l'autodétermination. Donc, on a fait des analyses d'utilité économique et on en fait démonstration dans cette annexe-là avec un calcul de valeur ajoutée que chaque dollar investi va être très rentable pour le bottom line. Donc, dans un chapitre de livre qu'on a publié dans un Oxford Handbook, nos analyses montrent que chaque dollar investi pour prendre soin de ce qui est important chez l'être humain va rapporter jusqu'à 3,19 en retour, 3,19 que ce soit en diminution des dépenses ou en augmentation de l'output. Et dans le chapitre, on rapporte là, les résultats d'une enquête que Marcus Muller, mon collègue, a fait et on démontre qu'il y a aussi un retour sur investissement qui est très rentable. Donc, s'il y en a qui sont comptables ou qui ont des intérêts comptables, ce chapitre-là vient mettre un dernier clou sur le cercueil des arguments peut-être en défaveur, mais il y a même des raisons économiques qui nous poussent à mettre de l'avant l'idée que c'est peut-être important de prendre soin des besoins d'autonomie, de compétences et d'affiliation. On termine le livre avec une bibliographie sélective. Là. Il y a tellement de recherches. Vous pouvez d'ailleurs consulter le site web, c'est selfdeterminationtheory.org. Le site web de la théorie va faire état de tous les articles scientifiques qui existent dans tous les domaines possibles, que ce soit en pratique parentale, en médecine sociale et préventive, en activité physique, en éducation, en enseignement, en psychosocial, en psycho du travail, en computer engineering, en intelligence artificielle. Je veux dire, les déclinaisons de cette théorie-là sont franchement incroyables parce que dès le départ, elle a visé à identifier des principes qui sont innés et universels. Donc, moi, je voulais vous présenter la théorie de l'autodétermination pour vous dire que plaisir et sens semblent être générateurs de bien-être et de performance. Lorsqu'on vit de la motivation intrinsèque, on est dans le flow, on est dans le moment présent. Lorsqu'on trouve du sens, bien, on met des efforts, on se rend jusqu'à destination parce que c'est important pour nous. Les pressions internes et les pressions externes peuvent nous pousser à agir. Parfois, on peut s'appuyer là-dessus parce que ce sont les seuls éléments que l'on possède pour une tâche. Il faut savoir que ce ne sont pas les motivations les plus idéales. Elles s'étiolent avec le temps et elles viennent avec un coût psychologique, émotionnel et cognitif qui est très élevé. Pour augmenter les bons types de motivation et diminuer les mauvais types de motivation, il faut se concentrer sur la plus grande satisfaction et la plus petite frustration
des besoins d'autonomie, de compétences et d'affiliation sociale. Je vous ai beaucoup parlé de la satisfaction des 3 besoins. On passe de satisfaction à insatisfaction à frustration. La frustration des besoins, c'est lorsque on perd notre capacité d'agir, lorsqu'on agit à l'inverse de nos valeurs, lorsqu'on se sent activement incompétent et lorsqu'on est mis à l'écart, lorsque notre cerveau n'a pas accès aux vitamines, notre cerveau ne peut pas avoir accès à des fruits et des légumes psychologiques, ben, il se ramasse sur de la malbouffe motivationnelle. Puis la malbouffe motivationnelle, c'est la pression interne et la pression externe. Comment on fait ça pour augmenter la satisfaction puis diminuer la frustration des besoins? Bien, dans le livre, on vous parle de la conception des tâches, le job design, les relations interpersonnelles, quelles qu'elles soient, et finalement, le leadership motivationnel. Donc là, on est présentement dans l'atelier de leadership éveillé. Je trouve que c'est à propos de parler de l'autodétermination pour leader éveillé, parce que le but, c'est que pour que le meilleur advienne, bien, selon la théorie de l'autodétermination, le meilleur va arriver quand on a une relativement faible frustration et une très grande satisfaction des 3 besoins. La théorie de l'autodétermination, elle n'est pas parfaite. OK? Elle a certaines critiques. Mais lorsque vous avez 50 ans de recherche, maintenant dans 164 pays différents, réalisés par au-delà de 300 chercheurs, bien que ce ne soit pas parfait, c'est quand même assez robuste. Le but de la science, le but de la recherche, ce n'est pas de prouver vos hypothèses, c'est d'essayer de les invalider. Et ce qui reste au final, ben, c'est ce qui est le moins invalidé. C'est pour ça que ça évolue la recherche. Puis on continue à faire des recherches là, dans différents secteurs. À titre d'exemple, moi, mes recherches s'intéressent aux indicateurs physiologiques du bien-être pour que ça soit plus objectif que les rapports psychologiques. Je fais des enquêtes sur les programmes de rémunération pour voir est-ce que l'argent, ça fonctionne ou pas. C'est quand ça fonctionne, c'est quand ça ne fonctionne pas. Puis on a aussi des enquêtes sur des conséquences des motivations comme la créativité, l'innovation, le télétravail, etc. Donc, j'espère vous avoir montré que la théorie de l'autodétermination, c'est un peu comme un couteau suisse dont on peut extraire différents modules pour comprendre de manière plus simple différentes réalités. Et là, je vais me tourner vers l'auditoire ou encore Céline pour répondre à des questions, commentaires et réactions, soit par rapport au livre ou à la théorie de l'autodétermination. Merci beaucoup, Jacques. Je te dis que c'est précis, c'est pertinent, c'est clair. On voit que tu es un professeur. Je te dis que c'est hyper organisé aussi. Alors, tu es toujours aussi intéressant. Puis je vous encourage à consulter son livre, qui est pour moi un exemple de grande qualité parce que c'est intellectuellement et scientifiquement fondé et utile. Le lien du livre sera Libérer la motivation sera dans les commentaires. Et puis, tu nous en as pas parlé, mais je pense que c'est un outil qui est hyper intéressant. C'est nous mettrons également le lien de la plateforme de sondage organisationnel Motivation qui pourrait vous être très utile. Alors, Jacques, ce que je trouve intéressant, c'est que ton approche part du principe que les gens possèdent naturellement tout ce qu'il faut pour s'investir et c'est exactement la croyance du programme Leader éveillé. Nous avons tous et toutes les ressources intérieures pour s'épanouir. Il suffit d'être motivé à s'engager. Puis je te reviens, Jacques, parce que j'ai une question ou deux sur ton propos, mais je vais vous parler du prochain live qui sera mercredi le 1er février avec Christophe Lebuan, qui, lui, est un expert en transformation d'organisation humaine et vivante. Alors, c'est un sujet à ne pas manquer. Le programme Leader éveillé, qui est un organisme à but non lucratif, désire contribuer au bien-être des leaders, donc leurs équipes, et tout leur écosystème. Leader éveillé, on aspire à aider l'émergence du leader inspirant, humain, fort en conscience et en éthique.
Et si vous êtes prêt à développer davantage votre leadership dans ce sens, peut-être que le programme Leader éveillé est pour vous. Je vous invite à aller écouter les témoignages des participants pour vous en faire une idée et de voir comment ils sont motivés à poursuivre le programme parce que les questions sont à mi-parcours, imaginez. Une des questions que j'avais, on parle d'affiliation sociale, qui est une des trois satisfactions majeures, besoins majeurs qu'on a besoin. Mais dis-moi, Jacques, avec tout le télétravail, est-ce qu'il y a un problème avec le télétravail? Est-ce que l'affiliation sociale, on la perd avec le télétravail? Ça, c'est une excellente question. Il y a un très bon article qui est sorti récemment là, par Marilyn Gagné et ses collègues qui montre que la technologie peut avoir des effets bénéfiques ou nuisibles pour les trois besoins. L'exemple classique dont tu me poses la question, le télétravail et affiliation, c'est celui qui ressort le plus souvent. Imaginez-vous quelqu'un qui est travailleur autonome, que ce soit la COVID ou pas, qui a accès à d'autres personnes à cause de la technologie. Plutôt que d'être isolé, cette personne-là a accès à différentes personnes. Bien, c'est clair que la technologie va être un vecteur de satisfaction de son besoin d'affiliation sociale. À l'opposé, quelqu'un qui était habitué d'être au bureau, d'aller jaser autour de la machine à café, de l'abreuvoir, qui s'alimentait très fortement des rencontres fortuites et impromptues dans les corridors, dans les cadres de porte, mais quelqu'un qui est amené à la maison puis qui est en télétravail, cette personne-là va pâtir, va être insatisfait par rapport à l'affiliation sociale. La recherche que je connais sur ce sujet-là est à ses premiers balbutiements, mais il ne faut pas voir que c'est entièrement mal ou entièrement bien. C'est l'utilisation qu'on en fait qui va déterminer si c'est bénéfique ou pas. Mais globalement, ce que la pandémie a mis en lumière, c'est que les relations interpersonnelles sont importantes. Puis il y a juste depuis les quelques dernières décennies que ces contacts sociaux-là sont possibles à travers la technologie. Donc, notre cerveau, nos neurones n'est pas encore habitué, il n'a pas encore évolué par rapport à ça. Mais en gros, ce n'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain et de dire la technologie, c'est mal ou c'est bien. C'est quelque part entre les deux. Puis il y a des modalités qu'on peut peut-être ajuster pour augmenter les bienfaits ou réduire les méfaits de la technologie. Merci. J'aurais peut-être une autre question si vous avez un peu plus de temps, les gens, parce qu'on est à 33 minutes. Dans les trois besoins, il y avait un besoin que j'ai lu de toi qui était d'avoir le sentiment d'être à la bonne place. Et comment est-ce qu'on sait si notre employé, si notre collègue est à la bonne place ou pas? Est-ce que tu parles du besoin de bienveillance ou une manifestation du besoin d'autonomie? Juste pour que je comprenne bien. J'ai lu dans tes. Je pense que c'était le résumé de ton livre où on parlait d'autonomie, on parlait de voyons, Compétence? des compétences naturellement, et on parlait le fait d'être à la bonne place. Oui. Ben, le sentiment d'être à la bonne place peut être une manifestation de l'un ou l'autre des besoins. L'expression anglaise qui est souvent utilisée, c'est celle de fit. Est-ce qu'on fit à la bonne place? Ouais. Et il y a différents niveaux de fit. Il y a le job person, le person team et person organization fit. Donc, il y a comme trois niveaux. Certaines recherches montrent que lorsqu'on est dans les bonnes tâches, ça va satisfaire compétences. Lorsqu'on est avec les bons collègues, ça satisfait l'affiliation. Et lorsqu'on est dans une organisation où on va ressentir ce qu'on pourrait appeler de la cohérence, mais on est en phase avec l'authenticité de qui on est, ça va satisfaire l'autonomie. Mais on va souvent utiliser l'expression commune être sur son X, être à la bonne place. Il y a aussi le concept japonais de ikigai
qu'il faut une espèce de mélange de force, talent, compétences et valeurs, etc. Mais tous ces éléments-là, moi, de la manière que je l'interprète, c'est des gens, soit par choix individuel ou par adéquation environnementale, peuvent satisfaire leurs trois besoins. Lorsqu'on met les lunettes de la théorie de l'autodétermination pour analyser une situation, ça devient relativement simple parce que d'un côté, on cherche les aliments qui sont nourrissants, qui satisfont les trois besoins, et on essaie d'identifier également les cailloux dans les chaussures qu'on peut enlever, les irritants que sont la frustration. Fait que ça donne trois choses à regarder, positives et négatives. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je pense que le fit, hein, le fit avec ton équipe, le fit. Puis nous, on a fait, quand j'étais avec Illico Odez, on a fait beaucoup de recherches internes aussi à cause de la marque employeur. Et l'affiliation sociale, le fit avec l'équipe était très, très, très important. Effectivement. Alors, on peut avoir l'autonomie dans une organisation, on peut avoir les compétences pour faire le travail, on peut avoir un fit avec l'organisation, mais s'il n'y a pas le fit avec les collaborateurs, ben là, c'est pas. Fait que ça prend tous ces éléments-là, finalement. Bien, il faut se questionner sur toutes les sources possibles. La recherche a pour but de simplifier les faits. Les modèles théoriques ont pour but de rendre intelligible la réalité, mais parfois la réalité dépasse les petites cases de nos recherches, là. Fait que de faire l'arrimage entre les deux, c'est tout un art, mais ce que j'aime de la théorie de l'autodétermination, c'est qu'elle vient un peu faire le ménage. Il y a plein de gens bien intentionnés qui ne savent pas à quel sein se vouer. La théorie de l'autodétermination, ça vient donner un cadre qui peut faire du sens avec le chaos ou qui rend moins flou certaines situations, je dirais. Oui. Il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, parce que moi, j'ai toujours cru qu'une façon très puissante de motiver ses troupes, c'était la confiance, d'avoir confiance en son collaborateur. Et tu n'en parles pas beaucoup. Ça serait dans quelle case, ça? Bien, ça serait dans le chapitre 1 du livre, c'est On obtient ce que l'on pense. Ah, Euh, on l'a nommé comme ça, le chapitre, c'est il y a des gens qui vont croire que l'être humain doit être contrôlé, doit être puni pour agir convenablement. Puis il y a des gens qui, à l'opposé, ont confiance en l'être humain, qui croient à la nature bienveillante de l'être humain. Ce sont quasiment des prophéties autoréalisatrices. Et la posture de base de la théorie de l'autodétermination, c'est que, je vais faire une analogie avec le jardinage. Si vous êtes un jardinier, puis vous avez un jardin, puis vous faites des tomates, moi, je connais personne qui insulte un plant de tomates ou qui crie après un plant de tomates pour l'inciter à pousser. Le mieux que l'on puisse faire, c'est de mettre un environnement autour du plant de tomates pour que le plant de tomates fasse ce qu'il y a de mieux à faire. L'être humain, c'est la même logique. Il a en lui-même les germes de son actualisation. Il faut simplement être un jardinier d'être humain et plus on a confiance, plus on augmente les probabilités de voir apparaître chez le réceptionnaire de notre attention des comportements positifs. Il y a des enquêtes qui ont été faites en éducation, par exemple, qui créent des attentes très positives ou négatives par rapport aux enfants. Ces prophéties-là deviennent autoréalisatrices. Donc, le chapitre 1, au-delà des apparences, va un peu plus creux dans les racines de ce que l'on pense et de ce que l'on croit par rapport à l'être humain. ah, écoute, j'adore l'analogie du jardinier. Et merci pour ta grande générosité, Jacques. Puis je vous invite à partager ce live et je salue toutes les personnes qui vont le voir en différé aussi. Alors, merci encore une fois. Merci à vous qui sont là aussi, qui ont pris de leur précieux temps. Et merci à Jacques. Tu es tout simplement génial et très motivant.
Un gros merci à tout le monde, puis bonne continuation. Alors, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt pour que le meilleur advienne. Merci, Jacques. Merci.